bonjour à tout le monde. On va commencer par se présenter. Donc moi je suis Daniel Aubaret, directeur marketing et relations clients chez SNCF Voyageurs. Et vous allez me dire, oh là là, on part pour 45 minutes, ils sont que tous les deux, ça va être compliqué, mais vous allez voir, on va essayer de mettre du punch, et je vais en mettre tout de suite, puisque moi en gros je suis le représentant de l'étape, vous savez, vous connaissez les rapports entre le siège et les entreprises locales. Moi je suis toujours celui qui dit ça va jamais au siège, ils sont pas assez interactifs, voilà. Donc moi je suis le revendicatif, et vous allez voir, on va vous parler de la data à travers ce prisme du revendicatif. Et toi Olivier ? Et donc moi, Olivier Beaurepaire, donc je découvre Toulouse depuis hier soir. Je viens de Paris, je suis Chief Data Officer de SNCF TER. Je vous rassure, on se connaît très bien avec Olivier, mais on a voulu volontairement prendre un ton décalé autour de ce sujet de la data. Vas-y Olivier. Allez Daniel, il paraît que tu as des enjeux territoriaux. Alors évidemment, le siège, il nous écoute jamais. Ça va jamais, ils sont très éloignés de nos besoins et ils n'entendent pas. Alors qu'est-ce qu'ils n'entendent pas ? Ils n'entendent pas. Alors en plus, vous allez me dire, quand on s'appelle SNCF, le mot agilité, ça peut sonner bizarrement. Vous allez voir qu'on est agile à la SNCF. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui dans ce monde qui change, alors le climat change, l'environnement change, la concurrence arrive, donc ça change aussi. Et il est évident que l'agilité aujourd'hui, c'est même une évidence que nous devons l'avoir. Évidemment, par rapport à ça, on doit chercher quoi ? On doit chercher l'efficacité, on doit chercher la performance, qu'elle soit en bénéfice voyageur par rapport au cas d'usage, qu'elle soit un enjeu climatique, parce que quelque part, le rôle de la SNCF, c'est bien de faire changer les habitudes de mobilité sur un mode de mobilité qui plus est, qui est propre, qui est le ferroviaire. Et évidemment, tout ça, le moteur ou le carburant, j'ai envie de dire, de tout ça, c'est quoi ? C'est l'innovation. Merci Daniel. Alors, moi, quand j'entends agilité, performance, innovation, au service des territoires, des vrais sujets de nos citoyens, voyageurs, usagers, clients, je ne sais même plus comment on dit maintenant. Tu dis comment, toi, marketing ? Alors, nous, bien avant, on parlait d'usagers. Alors, moi qui viens du marketing, j'aurais tendance à dire non, mais c'est pas possible, vous allez dire client. Arrêtez, on a trouvé le compromis, parce qu'être agile aussi, c'est comprendre aussi de quoi on parle. Usager, c'est les chaussettes usagères, c'est plein de choses, c'est une connotation négative. Client, ça nous éloigne un peu de notre cœur de métier, ce qui est quoi ? Qui est le service public. Et je pense qu'on doit. Et si on prend un peu les enjeux aujourd'hui, qui sont les enjeux de pouvoir d'achat, qui sont les enjeux de changement climatique. Moi, il y a un terme que je trouve assez universel, c'est le terme citoyen. Parce qu'autour de la salle, là, on est tous responsables de ce qui va se passer et on a tous du pouvoir dans notre pouce et on en reparlera tout à l'heure. D'accord. Citoyen, au cœur des enjeux de mobilité. Notre spécialité, ce sont tous les trains, 8500 trains par jour, qui roulent dans toutes les campagnes de France. Alors les tiens sont rouges, mais moi j'ai tous les trains partout. Et la data là-dedans, parce qu'on est à la mêlée numérique quand même, Daniel. Ah oui, tout à fait. Alors la data, vous allez voir, je vais être un exemple concret. Souvent, moi j'ai assisté à plusieurs conférences là, depuis cette semaine. Tout à l'heure, dans la conférence précédente, il y a une phrase que j'ai adorée, c'est « Attention, ne faisons pas du digital et du numérique pour du digital et du numérique ». Voilà. Et ça, c'est vraiment un élément important qu'on doit toujours avoir en tête. On a la chance d'avoir un groupe d'étudiants dans la salle. J'ai envie de dire, surtout, arriver avec ça en tête en disant le digital ou numérique n'est qu'un moyen. Et il faut le mettre vraiment derrière tout ça. Et évidemment, quand on dit mais qu'est-ce qu'on attend de la data, moi je veux deux exemples concrets. Le premier, c'est dans la convention qu'on vient de signer avec la région Occitanie à 10 ans, c'est on veut être la région de référence en termes des mobilités européennes. Voilà, donc la vision, elle est high level. Alors on a 10 ans pour y arriver. Et pour moi... C'est quoi ton point de départ ? Parle-moi de data. Voilà, tout va partir de la data. Parce que pour arriver à être performant, pour arriver à être particulièrement efficace, la première chose, c'est savoir écouter et savoir comprendre. Et évidemment, quand je vous parle d'écoute et de comprendre, tout ça très vite, il faut quand même avoir en tête la RGPD, c'est-à-dire pas à l'insu du plein gré du citoyen. Et aujourd'hui, la data, et je vais prendre un exemple très concret pour l'illustrer, acheter un billet, tarification, distribution, parcours d'achat, on pourrait se dire, ouais, ok, la finalité, c'est de pouvoir donner un droit à une personne de monter dans un mode de transport. Non, c'est pas ça le vrai sujet. Le sujet, c'est dans le respect de tout ce que nous oblige aujourd'hui le respect de la vie privée, c'est un enjeu de connaissance voyageur. Et là, je parle bien de voyageur, parce qu'une fois que vous avez acheté un billet. Et typiquement, si on part de là, et on peut prendre un super contre-exemple, il y a 20 ans, on disait, vous allez voir, la billettique, ça va révolutionner le transport public. Bon, 20 ans après, bilan, ça coûte très cher. Ça révolutionnait quoi en termes d'usage ? Pas grand-chose.
Aujourd'hui, je prends l'exemple, on est à Toulouse, hein, vous ne pouvez pas monter d'un train avec une carte billettique et passer au métro, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on a raisonné ingénierie, on a raisonné technique, et le lecteur, il ne sait pas le lire. Voilà. Et du coup, le vrai sujet, c'est comment on va faire de la force de la donnée un vrai outil d'analyse, de compréhension, qu'on va aller porter auprès de nos décideurs, que sont les élus, les collectivités, pour mieux comprendre les besoins des voyageurs ou des citoyens et faire évoluer et changer les habitudes de mobilité. Alors la data là-dedans, je vais vous commenter ce schéma, parce qu'à un moment, Daniel, je suis désolé, mais il va falloir organiser le bordel. Hein. Ouais. Enfin, et d'ailleurs, mais que fait le siège d'ailleurs, alors, que fait le siège ? Alors, première chose, le siège, on réfléchit, un siège, c'est fait pour ça. Déjà, le point de départ, c'est que la data est partout. Alors, la data est partout, alors on le voit dans nos vies, et on égrène des petites traces de mobile, des traces data partout dans toutes nos actions. Il paraît même qu'il y a des gens qui parlent à leur télécommande. Donc il doit y avoir de la data et de l'usage de la data qui est collectée, de l'usage derrière, etc. Et on est entouré d'objets connectés qui collectent de la donnée. Donc le premier sujet, c'est que la data est partout, dans nos vies personnelles et également dans tous les usages qui arrivent dans des entreprises. La data est partout, et je vais le dire avec mes mots, en tant que directeur data de TER, c'est le why. C'est le why intégral. Et la data est tellement partout et tellement peu organisée que nos collaborateurs, nos collègues passent des heures carrées à travailler la data. Juste, on a un outil qui s'appelle Power BI. En gros, c'est le nouvel Excel. Et je pense que finalement, les gens passent énormément de temps à fabriquer des Power BI, mais encore plus de temps à comparer leurs Power BI entre eux. Tu disais, qu'est-ce qu'un trajet, qu'est-ce qu'un voyage, qu'est-ce qu'une carte billettique ? Rien que poser des définitions sur ces termes-là n'est pas quelque chose de simple. Et là, dans le schéma que vous voyez, on a bien évidemment dans la data un sujet de socle technologique. Évidemment, il n'y a pas de data sans technologie. On va l'évacuer assez vite. On a également tout un sujet de gouvernance, de règles et de processus. On a des sujets d'acculturation. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde dans lequel, je crois que Daniel, comme moi, on est moins jeunes que nos étudiants en fond de salle. Ouais. J'avoue. Mais c'est vraiment des super années, profitez-en un maximum. Mais après, je me dis que tu sais, on a l'âge de ces artères, hein, donc on peut être vieux et jeune vieux, jeune jeu, tu vois. Et on ne peut pas être avoir été. Non, la session philosophie, c'est après. C'est ça. Ouais, okay. C'est ça. C'est à midi. D'accord, après apéro. Donc le premier sujet, c'est qu'il va falloir, au-delà de la technologie, il va falloir gouverner cette donnée. Il va falloir acculturer les collègues à la bonne utilisation de cette donnée. Il va falloir également traiter ce que l'on appelle dans notre jargon des cas d'usage, c'est-à-dire répondre à tes questions business, etc. Et puis, il va surtout falloir rendre la donnée découvrable, accessible, savoir que ce patrimoine existe et qu'on peut en faire des choses. Donc ça, c'est le travail du Chief Data Officer national, que de proposer un cadre pour permettre aux collègues d'être plus performants là-dedans. Maintenant, si je fais juste un pas de recul, et que je me rapproche de toi peut-être, la data, c'est quoi ? Fondamentalement, et tu l'as dit, tu parlais du RGPD, la data, c'est d'abord des obligations légales et réglementaires. On parle du RGPD, mais il y a également la loi d'orientation sur les mobilités, qui est extrêmement importante dans le monde du transport. Il y a un IA Act européen qui arrive, un Digital Service Act. Il y a énormément de lois, et en tant que SNCF, alors je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais nous, on a un actionnaire unique qui est l'État, nous respectons la loi. Et nous avons le plus strict respect du RGPD qui soit. La SNCF, qui a plus de citoyens, j'ai failli dire clients, dans ses bases de données que les impôts en France, n'a jamais été condamné au pénal pour non-respect du RGPD. On est extrêmement vigilant là-dessus. Donc un corpus qui est vraiment un premier truc, la data, ce sont des obligations. La data, ce sont également des moyens de nous rendre quelque part sexy et attractifs. Le marché du transport ferroviaire, alors un peu moins en Occitanie, c'est une décision que la région a prise, mais partout en France s'ouvre à la concurrence, et à un moment, il faut que la SNCF se réinvente, se renouvelle, et je crois que la convention que tu as est extrêmement exigeante. Donc la data doit nous permettre de penser des nouvelles façons, des nouvelles manières de faire. Je pense que tu nous parleras de tes nouvelles offres après. Et enfin, la data, on va la mettre au service de la performance de nos processus métiers. Une grande entreprise comme TER de SNCF, c'est des milliers de processus. Comment est-ce que la data là-dedans nous permet de mieux travailler ? La data est un actif des entreprises. Il faut le connaître, le gouverner, le rendre accessible pour permettre derrière, en respectant les règles, pour derrière nous permettre de mettre en performance des processus métiers. Voilà. Et la valeur de cet asset réside, alors là, je pense que tout le monde ici à la mêlée numérique en est convaincu, la valeur de cet actif réside dans sa réutilisation, la plus large, la plus intensive possible. Donc ça, c'est le sens de mon job.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on fait une analogie, ce que tu viens de décrire, et paradoxalement, j'ai envie de dire que toutes les entreprises, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations qui dorment dans les serveurs. Alors après, comme tu viens de le dire, qu'est-ce qu'on fait avec et qu'est-ce que légalement on peut faire avec? Et souvent, le risque aussi de la data, c'est de tout d'un coup de se réveiller. Waouh, c'est génial, j'ai 3 tonnes d'informations devant moi, et allez, on y va, je vais triturer de la donnée. Et c'est pas une finalité. Et moi, j'aime bien le slide ici. À la mêlée numérique, on dit pas triturer, on dit faire de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est bien ça. Ouais, ça c'est. Et le mieux, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse dans le blockchain du métaverse. C'est ça. 2.0. C'est ça. Alors attends, je vais ouvrir mon décodeur parce que là, voilà, et typiquement la petite scène qu'on vient de jouer, on perd vite les gens. Et sur ces sujets-là, on a un droit aussi, et même, j'allais dire, un devoir, une obligation d'être hyper clair ce qu'on fait. Nous, la SNCF, on n'est ni Google ni Apple. Donc c'est important aussi d'assumer pleinement le fait que oui, on a accès aux données. Ce n'est pas notre modèle économique, ce n'est pas notre business model. Et il faut pouvoir aussi expliquer à quoi ça sert. Et à quoi ça sert, voilà, il y a 4, pour moi, vu de ma fenêtre, en me disant, voilà, je reviens sur le local. La région Occitanie nous a confié les trains régionaux pour 10 ans, sans remise d'un appel d'offres. Mais ce n'est pas un chèque en blanc, ce n'est pas un cadeau. C'est une ambition, c'est une vision, c'est une confiance aussi qu'elle fait vis-à-vis de son opérateur. Et le marqueur, il est simple, c'est 5 000 voyageurs le plus vite possible. Alors pour vous donner un chiffre, 2019, on part de 65 000 voyageurs par jour. Au moment où je vous parle, on est à 80 000. Et il y a encore du chemin à parcourir pour aller sur ces 5 000-là. Et pourquoi il faut le faire? Pouvoir d'achat. À 2 € aujourd'hui, le prix du carburant. Quand vous faites un litre... un plein de carburant par semaine, c'est 90 €. 90 € aujourd'hui, c'est le prix maximum que vous allez payer sur un mois donné avec plus égal flex. Et si l'employeur il en prend la moitié, ça fait 45. Donc déjà, vous voyez, l'équilibre économique, il est très simple à faire. Et puis le deuxième niveau, c'est que tout ça, ça va contribuer à quoi? Ça va faire changer les habitudes de mobilité et ça va calmer notre réchauffement climatique. Donc il y a aussi une vraie prise de conscience là-dessus. Du coup, moi, ce que j'attends de la data, c'est quoi? C'est m'aider à mesurer les choses. Faut savoir qu'aujourd'hui, c'est aussi important de l'avoir en tête, dans le ferroviaire, il y a la sécurité. La sécurité, c'est du 100%. Il n'y a pas photo là-dessus, on ne triche pas, on n'a pas le droit de se tromper. Dans une évolution, dans des innovations, on peut se tromper. Je vais donner une anecdote. Les études marketing du Walkman, quand Sony le fait, toutes les études marketing montrent qu'il ne faut pas le faire. C'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on va s'isoler, c'est pas machin. Et le patron de Sony dit non, moi je suis visionnaire, on y va, go, je m'en fous de vos études marketing. Comme quoi, on a le droit de se tromper. D'où l'importance de mesurer les choses et de voir sur une innovation qu'on apporte ce qu'elle répond vraiment. Évidemment, cette mesure va nous permettre une analyse, c'est de se dire tiens, on s'est trompé, ou au contraire, on a eu raison et on a pu vraiment changer les choses. Ça va nous amener de la compréhension et cette compréhension, ça nous amène quoi? Essentiellement au plan d'action. C'est de se dire tiens, je prends un exemple concret, aujourd'hui, plus égal flex, on a compilé une dégressivité de tarification à l'usage. Un trajet 10%, deux trajets 20%. On a mis un plafonnement à 90 € de prix payé maximum. Et là-dessus, on vous dit, si vous revenez le mois prochain, en plus, vous allez avoir 20% de remise. On est en innovation, là. On peut se tromper. On peut se dire, mais vous êtes fous, là. Vous avez combiné des trucs. C'est incompréhensible pour le client. Vous allez vous planter. La data, elle m'a permis de mesurer, d'analyser, de comprendre. Et au moment où je vous parle là, on a un objectif de 10 000 inscrits d'ici la fin de l'année. Là, au moment où je vous parle, on a déjà fait la moitié du chemin, on est déjà à 5 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un, on a eu raison d'innover, mais que deux, grâce à la data, je suis capable en permanence de m'adapter si nécessaire, et puis de reconnaître, de dire, OK, je me suis trompé, ou le voyageur, ou le citoyen attend d'autres évolutions, je vais partir en agilité. Ouais. Donc sur cet exemple, Daniel, on est en plein dans la data au service de la performance business. Alors business, c'est peut-être le mot anglais, mais au service de notre mission, de notre raison d'être, qui est de permettre au plus grand nombre de citoyens possible de se déplacer tout en préservant la planète. C'est tout à fait ça. Ok. Donc la data doit respecter strictement la loi. On a des kilos, je ne sais pas quoi, de données. Il faut qu'elles soient découvrables et rendues accessibles pour des acteurs opérationnels qui veulent résoudre des problèmes, pouvoir piloter, décider, agir, prendre des décisions. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait dans une grande entreprise? Le groupe SNCF, de mémoire, ça doit être 250 000 personnes. Avec Daniel, il y a un an, on ne se connaissait pas. Et on se dit, mais comment on collabore? Et là, la clé sur laquelle on est parti, c'est de se dire, mais finalement, la data, c'est quoi? On parle tous de la data à la mêlée numérique. La data, c'est quoi? La data, c'est de l'information sous forme numérique.
C'est la définition la plus basique qu'on puisse trouver, qui n'est pas technique. Tu as tout compris, là? Jusque-là, ça va, je suis. Ah, c'est bien. Tu leur demandes? Est-ce que vous avez tous compris dans la salle? Non, j'ai pas entendu. Donc, la data, de l'information sous forme numérique. Cette information a pour vocation de circuler entre deux personnes. Donc, ce qu'on a décidé de mettre au cœur d'une activité data, et si vous reprenez le slide qu'on a proposé tout à l'heure, alors ça, effectivement, tout Chief Data Officer d'entreprise travaille avec ce type de slide-là qui est de l'organisation. Mais ce qu'on se dit, c'est que ce qu'on met au centre, c'est l'humain. Et l'humain, finalement, s'il y a de la data entre deux humains, ce qui passe entre nous, c'est de la data, on va se poser des questions. Alors, par exemple, les questions d'un client, d'un consommateur de la donnée. Je crois qu'il y a ta tête, Daniel. Ouais, non, mais c'est là où ça devient très intéressant, c'est que vous avez compris, si on est arrivé à ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a un changement crucial de mode de fonctionnement de l'entreprise. Vous allez voir, on va vous en parler après, par l'importance de la transformation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parlais de l'humain, c'est hyper important l'intuitu personnel dans ces sujets de transformation de la boîte. Et aujourd'hui, si on arrive à faire ce qu'on fait en local, c'est parce que il y a Olivier au national. Moi, je me pose de tas de questions. Je vais dire, Olivier, moi, voilà, il connaît mon cas d'usage. Il connaît ce que je veux faire. Moi, je vais lui dire, écoute, j'ai deux clients. J'ai l'autorité organisatrice, la région Occitanie, et j'ai le voyageur. Et au final, au bout d'un moment, le client, il n'attend pas. Et si au bout d'un moment, on commence à m'expliquer, dire, non, mais attends, tu comprends, là, il faut qu'on regarde à nos outils. Donc ça, je suis sur le côté technique. Je peux passer du temps aussi à chercher dans le moteur, mais elle est où la bonne donnée? Et puis, il peut aussi me dire, attention, moi, je ne suis pas un expert de la RGPD. C'est des choses très complexes. Et j'ai besoin du national aussi pour me dire, dites-moi si ce que je fais est bien dans le cadre. Et c'est là où on est en pleine Coupe du Monde du rugby, on est à la mêlée numérique. On joue en mêlée, on joue le pack, on joue en équipe, on joue en force collective. Et c'est là où, par rapport à toutes les questions que je peux me poser, j'appelle un ami, c'est le cas de le dire, et je vais lui dire, écoute Olivier, voilà, moi, mon sujet, c'est ça. Comment tu peux m'aider? Et en regard, quand tu m'appelles Daniel, moi j'ai les mêmes questions. J'ai les mêmes questions, j'ai des questions symétriques. Pourquoi est-ce qu'il veut cette donnée? Mais comment est-ce qu'il va l'utiliser? RGPD n'interdit rien, RGPD permet de tout faire à condition de le faire proprement. Mais ça vaut pour d'autres données d'entreprise, des données qui relèvent du secret des affaires, des données financières que l'on n'a pas envie de retrouver dans le Canard enchaîné ou Mediapart demain. Ou des données sur des quasi-incidents, accidents, etc., etc. Donc, pourquoi est-ce qu'il en a besoin? Comment va-t-il les utiliser? À qui va-t-il les transmettre? Mais s'il les transforme, est-ce que la donnée conserve le sens initial qu'elle avait? Etc., etc. Donc, ce que l'on s'est dit, c'est que l'on mettait au cœur de nos modes de fonctionnement, donc là, vous avez deux patrons qui ont chacun des équipes, etc., ce souci premier de se dire, OK, nous partageons une vision commune. Et la vision commune, on vous le dit, c'est très simple, l'avenir nous appartient à la SNCF. Parce que, alors je suis dans la ville d'Airbus et du CNES, mais l'avenir appartient aux modes de transport collectifs qui sont le plus décarbonés possible. Donc la voiture individuelle est morte, on le sait. Alors on va se dire, OK, on va mettre 1, 2, 3 personnes dedans, mais l'avenir appartient à ce type de transport-là. Donc on a une vision, on est habité par une vision, on a confiance dans notre avenir. Cette vision part d'un point de départ. Le point de départ, c'est une vieille grand-mère SNCF, qui est quand même une entreprise qui a 150 ans d'âge, le ferroviaire si l'on veut, et qui a un avenir. Mais voilà, on a aussi l'âge de nos artères dans nos organisations. Ce qu'on va mettre au centre, à l'occasion de cette transformation data, c'est une transformation de l'entreprise et des systèmes de collaboration. Donc oui, Daniel se pose plein de questions en tant que consommateur de la data, avec des cas d'usage qui sont business, très concrets, très réels, et je suis là pour t'aider. Moi, j'ai pas de problème, en fait. Tes problèmes sont les tiens, je te les laisse. Par contre, je suis là pour aider dans cette posture, qui est une posture commune, et qui fonctionne dans une entreprise, fût-elle de 250 000 personnes, qui est de se dire comment, à l'occasion de cette transformation vers une entreprise, alors dans le jargon que l'on dit data-driven, de se dire on met au centre les collaborations entre les individus et on transforme les systèmes de collaboration. Alors, quand on parle de transformation, le nerf de la guerre, il est là, parce que
j'allais dire, on peut tous être d'accord hein, sur l'ambition, sur la vision, sur l'enjeu de le faire. Hein. Ce qui compte, c'est les actes. Et je pense que ce qui est intéressant dans cette entreprise, alors c'est toujours complexe hein, d'avoir une image d'une entreprise comme la SNCF. Vous savez qu'on est quand même l'entreprise où la marque est le plus souvent citée, mais c'est aussi la marque la plus bâchée. C'est un peu le sport national, hein, mais ça, j'allais dire, on l'assume pleinement. Il y a des fois, oui, on est faillible, hein, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on corrige. Hein, mais petite anecdote, hein, quand à l'époque, hein, le président de la SNCF de dire on va afficher les trains à l'heure, parce qu'on ne retenait que les difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de ça. Et là, je viendrai sur la transformation et j'enchaînerai sur un sujet, il y a pas mal de jeunes dans la salle. Est-ce que demain j'ai envie de bosser à la SNCF et pourquoi j'irai bosser à la SNCF? Parce qu'on peut avoir l'image de la vieille dame. Ouais, ça va être compliqué chez eux, ça va être obligé. Or, je peux vous dire, moi je suis à la SNCF depuis 2019, donc je ne viens pas du monde cheminot. Et je peux vous assurer qu'il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est qu'il ne faut pas opposer les cultures. Au contraire, c'est des cultures qui vont bien et qui vont permettre la transformation de la boîte. Alors, soit on voit ça sous l'angle purement administratif, où, ouais, ça y est, en 2020, le statut de cheminot a disparu, ce qui est vrai, hein, légalement, l'Europe l'a infligé, etc. Moi, ce que j'y vois, c'est la richesse des gens. Et j'ai envie de dire aux jeunes, ben voilà, on a besoin de vous. Et pourquoi vous allez venir bosser à la SNCF? Moi, je vais vous dire, voilà, je reviens sur le réchauffement climatique. Je reviens sur les enjeux de faire changer les habitudes de mobilité. Voilà. Si ce challenge vous intéresse, venez. Parce que nous sommes l'entreprise aujourd'hui au cœur de ces sujets-là. Naturellement, on a la chance d'avoir des trains qui circulent propres. Et je sais la sensibilité aujourd'hui hein, des jeunes sur ces sujets-là. Et je peux vous dire, on a besoin de ça. Et c'est avec ce mélange, parce qu'à la fois, on a besoin de ce regard nouveau, on a besoin de cette vision, on a besoin de cette ambition aussi. Mais moi, je découvre la SNCF il y a 4 ans. Il y a une culture de l'attachement du service public. En crise, moi, je fais des astreintes. Hein, c'est une boîte, en termes de crise, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Quand vous avez un épisode Sevenol qui se passe l'année dernière du côté de Narbonne ou Carcassonne, ou quand vous avez un train qui arrache 10 km de voie, un mois après, tout recircule comme avant, quoi. Voilà. Donc il y a une force hyper forte. Et du coup, la transformation, moi j'y crois parce qu'elle est en marche, elle est en train de la faire. Et évidemment qu'il y a une partie aujourd'hui qui ne se voit pas, c'est sur ce sujet de la data. Et je pense qu'à travers aujourd'hui la mêlée et ce qu'on est en train de dire, hein, déjà j'allais dire, il n'y a plus d'opposition entre un central et un local. Il y a le collectif et la capacité à mener des projets. Ça, c'est vraiment un élément important. Et je pense qu'aujourd'hui, hein, alors on ne le voit pas forcément de l'extérieur. Moi, je dis toujours, regardons les faits. Les faits, c'est quoi? C'est la concurrence arrive. Moi, ma culture, c'est je crois à ma boîte. Même pas peur. La culture de la gagne. Hein, mais pour ça, on va chercher le haut niveau. Il faut qu'on aille encore chercher nos petits cailloux dans la chaussure. Hein. Et on a un atout fort dans la boîte. C'est qu'on a la culture de la sécurité. Ça, c'est majeur. L'enjeu maintenant, c'est de rentrer dans cette culture de la data, mais pas au sens Google ou Apple, au sens la culture de la data au service du voyageur ou du citoyen. Ouais, je vais faire ma petite conclusion également. Alors moi, je suis ancien dans l'entreprise. Je suis rentré à la SNCF en 1997 et j'y suis resté. Tous les 2-3 ans, j'ai une envie de me barrer, mais quelque chose d'incroyable. Pourquoi j'y suis resté? Parce qu'en fait, c'est un groupe qui est vaste, qui est tentaculaire. On peut faire tous les métiers là-dedans. Ce que je trouve aujourd'hui, on a des pratiques qui évoluent. On a une décentralisation très forte, et on vient de vous l'expliciter. On met au cœur l'humain et ses compétences. Et ce que j'ai vu de tout ce temps passé à la SNCF, l'engagement bien sûr, le sens du... Alors tu disais service public, mais c'est aussi du développement des territoires, de la construction européenne, de rapprocher des populations, l'écologie. Il y a tout ce corpus de valeurs qui nous réunit, ça c'est fort. Mais il y a également quelque chose, c'est qu'on est hyper ouvert sur tous les nouveaux métiers. Moi, là, je suis en train de lancer une formation. On se dit, voilà, il y a des métiers qui disparaissent ou qui sont moins présents. Par exemple, vendeur au guichet, on vend moins de billets au guichet, parce qu'on vend plus en ligne. Donc, en nombre, le nombre de vendeurs au guichet diminue, globalement, à la SNCF. Maintenant, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Là, je suis en train de monter une formation. On se dit, on a besoin de data analystes et de data scientists, puisqu'on a des collègues qui, finalement, ont des métiers. Je ne suis pas un contrôleur de gestion, on a moins besoin de lui, ou des vendeurs, ou des responsables commerciaux. On les prend, on les forme dans les meilleures écoles. Donc là, on va chercher les écoles de l'INSEE, hein,
finalement, tant qu'à prendre les meilleurs statisticiens, on va se former dans les écoles de l'INSEE. Et on a tous ces métiers-là qui arrivent, qui se développent, à la fois avec de la mobilité, promotion interne, mais également une attention extrêmement forte vers toutes les écoles. Et je sais que Toulouse a un bassin ultra actif sur le sujet, qui réfléchit à la formation, que ce soit Bac+2, Bac+5, Bac+8, pour préparer nos futurs cadres d'entreprise sur les métiers d'aujourd'hui. Et on est là pour vous accueillir. Du coup, je propose question-réponse. Alors, je ne fais pas l'impoli, en réalité, je fais deux choses en même temps. J'ai essayé de passer mon cerveau en mode féminin, c'est compliqué, hein, pour faire deux choses en même temps. Confirme. Voilà, et soyez pas surpris, je suis en réalité une conférence en chat. Vous savez, les aléas opérationnels. Alors, ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas qu'à la SNCF. Hein, vous avez vu, il y en a eu un ce matin à la mêlée. Mais vous avez vu que comme à la SNCF, tout le monde se motive pour trouver la solution. Et en réalité, j'avais un chat qui était sur ce même créneau-là. Donc, je vais avoir une oreille à gauche, mais on ouvre le question-réponse. Mais on est solidaire aussi. On est solidaire. Hein. Allez, on est parti. Je viens de quitter une conférence qui était sur l'éthique. Dans vos deux domaines respectifs, comment vous placez l'éthique au cœur ou pas de vos préoccupations? Alors l'éthique. Alors, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure. On a un sujet d'IA Act européen qui nous arrive. Donc un règlement européen sur les usages de l'intelligence artificielle. Or, qui est relativement simple quand on le regarde de haut, c'est-à-dire qu'il y a des IA, des systèmes d'IA qu'il ne faut pas utiliser dans certains cas. Je vais le dire comme ça, l'utilisation de l'IA que fait la Chine ne nous fait pas rêver au regard de notre corpus de valeurs français et européen. Et puis il y a des usages de l'IA qui ne posent aucun problème, pour peu qu'on le dise et qu'on le fasse proprement. Le sujet de l'éthique, pour autant, c'est que l'éthique, c'est pas juste une notion juridique. C'est pas juste un peu comme le RGPD, j'ai le droit, j'ai pas le droit, j'ai un règlement, etc. L'éthique tire beaucoup d'autres choses, alors qu'on peut rapprocher de la philosophie, je parlais de corpus de valeurs. Là, on sort un peu du monde du droit. Et je pense qu'il faut qu'on l'évalue à la SNCF, comme dans toutes les entreprises, au regard de qui nous sommes. Et je disais tout à l'heure, les valeurs de la SNCF, ou ce qui nous unit, c'est l'engagement pour le service public, pour le citoyen, pour les territoires, pour rapprocher des populations, pour l'écologie, ou des mobilités durables, soutenables écologiquement. Je pense qu'il faut qu'on questionne nos usages de l'intelligence artificielle qui arrivent dans des processus métiers d'entreprise. Je pourrais vous en citer sur le recouvrement, sur des retards prédictifs, sur la maintenance prédictive de nos trains. L'IA arrive partout. Alors l'IA, pardon, le machine learning, des algorithmes de machine learning. Je ne suis pas là pour faire du marketing, moi. Et l'IA arrive partout, bien sûr. L'IA arrive partout et avoir le cadre qui permet à chaque chef de projet, si l'on veut, que de se poser les bonnes questions et de se dire au regard de la loi, pour aller vite, de ce règlement européen, mais également au regard du corpus de valeurs de l'entreprise, quelles sont les questions que je dois me poser pour faire des bonnes implémentations du machine learning qui soient raccord avec qui nous sommes. Voilà. Alors aujourd'hui, et merci pour la question, c'est un peu le début, c'est-à-dire la mêlée numérique est précurseur que de prendre ces thèmes-là, d'aller chercher des universitaires, des entreprises et puis des citoyens pour réfléchir ensemble sur ces sujets-là. C'est le tout début, c'est un chantier que nous avons lancé à la SNCF. Alors moi, en tant que directeur data, donc je suis un peu le plombier de l'étape, avec notre direction de l'éthique, parce qu'on a ça également, et puis sur des sujets très opérationnels, comme ceux que Daniel a présentés. Moi, en complément, mais vous voyez bien la complémentarité du national et du local, pour moi l'éthique, en gros, vous pourrez me dire, pour moi la vraie valeur, c'est, ok, c'est bien de dire ce qu'on va faire, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Et le vrai marqueur, c'est faire ce qu'on dit. Et sur l'éthique, il faut toujours regarder ce qui se passe aux États-Unis, parce que ce qui se passe aux États-Unis arrive progressivement après chez nous en Europe. Et quand vous avez des valeurs humaines, et quand vous avez des valeurs du service public, ce sujet-là, vous devez l'anticiper. Et nous, en Occitanie, je vous ai dit, on veut être la région innovante et la référence européenne. Ok, il y a la RGPD, mais pour moi, la RGPD, c'est la loi.
Tout le monde doit respecter la loi. Vous devez rouler à 90 km/h ou à 80 km/h. Et nous, notre rôle, c'est d'aller encore beaucoup plus loin là-dessus. Et on est en train de travailler pour, d'ici la fin de l'année, il y a des choses qui existent. Il y a des choses en plus qui existent en Occitanie. Il y a des entreprises qui font ça très bien. Et quand je dis entreprise, c'est que quand vous êtes sur l'éthique, il faut que ça soit un regard extérieur. Si vous faites de l'auto-évaluation, c'est trop facile. Donc là-dessus, nous, on y va. Mais même pas peur, j'ai envie de dire. C'est dans notre ADN. Hein. Pourquoi ? Parce que avec toutes les évolutions des plus égale 0, plus égale flex, tout ce que je vous ai dit, il y a du digital, il y a des data, etc. Oui, il y en a, c'est au service du voyageur, mais ça ne se fera pas au détriment, pour reprendre une expression bien connue, hein, c'est pas un insu de son plein gré quand vous allez vous faire voler vos données. Et là-dessus, on va aller plus loin, beaucoup plus loin. On veut être les premiers, on va aller beaucoup plus loin. Et ce que j'aime bien, moi, dans toutes les démarches éthiques, hein, parce qu'on pourrait dire, OK, encore un énième label, la particularité du label sur lequel on y travaillera au mois de décembre, elle ouvre la porte aux citoyens. Tout à l'heure, on a eu le débat, le citoyen et le voyageur. Et ça, c'est important parce que je peux vous raconter tout ce que vous voulez. Vous allez me dire, ouais, OK, il fait du marketing, quoi. Voilà. Donc, je ne suis pas obligé de le croire. Et vous avez raison de vous poser la question. Et moi, mon rôle, c'est de dire, OK, je vous ouvre la porte, je vous ouvre les serveurs, je vous ouvre ce qu'on fait et je vous montre ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que l'entreprise, comme nous sommes, je trouve que c'est même, j'allais dire, une valeur spontanée qu'on a entre nous, hein, et sur laquelle on travaille, on va s'y pencher. Hein. Et par contre, ça ne veut pas dire aussi qu'il faut s'interdire l'intelligence artificielle. Voilà, il faut être ouvert à l'innovation. Les stratégies de l'autruche, hein, il y en a une bien connue, c'est Kodak. Kodak, même pas peur, non, le numérique, ça n'arrivera pas. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, Kodak, il n'existe plus. Quoi, hein, voilà. Donc, il faut avoir en tête qu'il faut être à la fois ouvert sur la technologie, mais garder toujours ses valeurs et surtout être à tout moment capable de dire on fait du service public, il y a le mot public dedans, ok, je m'engage là-dessus, venez voir. Et le label sur lequel on travaille avec le 574 est tout à fait dans cet esprit-là. Ghislain Durand, je travaille chez Capgemini. J'avais une question plutôt technique. On a parlé donc de marketing, de service aux usagers. Je pense que c'est un domaine qui est tout particulièrement intéressant pour des cas d'usage autour de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous avez déjà une plateforme ? Je crois savoir que vous travaillez beaucoup en partenariat avec Microsoft. Est-ce qu'il y a déjà des premiers cas d'usage ? Est-ce que vous rencontrez des obstacles particuliers ? Justement, on parlait d'éthique, de cybersécurité, etc. Je vais faire une réponse moi sur les thématiques et je laisserai Olivier compléter. Tout à l'heure, quand je vous ai dit on est à 80 000 voyages jour et qu'on va aller à 100 000, notre enjeu c'est quoi ? C'est comment on transporte des voyageurs dans des bonnes conditions. Et aujourd'hui, on n'est pas toujours au top. Alors, il y a des sujets de la qualité de l'information. Il y a des fois des trains avec beaucoup de monde dedans. Donc on est conscient aujourd'hui, et d'ailleurs ça sera le sujet des 2 prochaines années, on va travailler ce qu'on appelle sur la signature LIO sur le service. Et du coup, pour répondre à votre question sur les modèles d'algorithmes à imaginer, et je laisserai Olivier répondre, aujourd'hui mon enjeu c'est la prédictivité. Voilà, prédictivité, c'est l'enjeu majeur. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit mesurer, agir, comprendre, etc. Je suis là-dedans, quoi. Et concrètement, aujourd'hui, comment j'ai déjà une vraie photo des usages et des besoins des citoyens de mobilité ? Comment je suis capable de les prédire à J+2, J+7, etc. Et que du coup, je suis capable d'adapter mon outil de production à ça. Voilà. Ça, c'est ma demande de cas d'usage. Et c'est intéressant parce que ça illustre parfaitement ce qu'on vous raconte tout à l'heure, c'est de dire, voilà, en prenant nos cartes d'usage, et moi j'ai besoin de prédire, avec les marges d'erreur, les aléas qu'on connaît bien. Hein. Et là, j'ai envie de dire, tout ce qui va nourrir l'IA, etc., et qui va me permettre d'être le plus fiable possible, et on voit bien qu'on parle de data, c'est la donnée d'entrée, d'un modèle technique, je laisserai Olivier répondre dessus, pour faire tourner les algorithmes et arriver à trouver quelque chose, et surtout, c'est à quoi ça sert, et à qui ça sert ? Ça sert aux citoyens pour améliorer son confort de mobilité. Ouais, je prends la suite. Alors, déjà, la conviction profonde que l'on a, et on le martèle, c'est que la data, le machine learning, l'IA ne sont que des moyens. Ne sont que des moyens. Et des moyens pour résoudre des questions, des problèmes, des envies de transformation, d'innovation qui sont apportées, par exemple, par l'IO Occitanie de SNCF Voyageurs. Et là-dedans, il n'y a rien de nouveau. Je reviens sur, et je vais répondre sur les usages de l'IA, je donnerai 1 ou 2 exemples. Il y a 5000 ans, on a retrouvé des tablettes dans l'Égypte antique
où en fait, que faisaient les Égyptiens? En fait, leur sujet était de nourrir leur population. La population était nourrie à partir de blé ou de riz, je ne sais pas trop, qui pousse dans la vallée du Nil, et donc ça dépend de la hauteur des crues. Et donc il y a des tablettes où des Égyptiens, des scribes, mesuraient la hauteur des crues, mesuraient la production de céréales, et ça leur permettait de bâtir des modèles prédictifs. Est-ce que l'an prochain, est-ce que dans 6 mois, dans 9 mois, ça va être compliqué ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on aille pouiller au nord ou au sud les greniers à blé des Romains, des Grecs, ou autour de la Méditerranée ou au Soudan, en Éthiopie? Donc ces sujets-là ne sont pas nouveaux. Et encore une fois, la data que l'on collecte, que l'on analyse, c'était une forme de data science si l'on veut, n'est qu'un moyen pour résoudre des problèmes. Alors aujourd'hui, effectivement, on a des algorithmes qui fonctionnent, c'est-à-dire que dorénavant, ils convergent à peu près. Voilà, c'est pas nouveau non plus. Depuis les années 60, le LIPSIS à Jussieu, enfin, on a une excellence universitaire en France là-dessus, qui travaille depuis de nombreuses années. La nouveauté, c'est que ces algorithmes, on sait les faire tourner parce qu'on a la puissance de calcul, on a la data qui est bien stockée, et puis on a les réseaux, donc le cloud avec tout ce qui va avec. Et effectivement, les choses s'accélèrent et ça arrive dans les entreprises. Usage de l'IA, je donne un exemple, parce que je parlais de processus métier en disant qu'il y en a des milliers. Alors, je vais même en donner 2. Un sujet, c'est voilà, on a des trains qui roulent. Ces trains, vous imaginez bien, avec la sécurité, il faut faire de la maintenance. Bon, cette maintenance, c'est comme quand on achète une voiture. J'ai acheté ma Renault Clio, puis on me dit, voilà, il faut faire une vidange tous les ans et une révision tous les 2 ans. Quand on nous livre un train, c'est la même chose. On nous dit, voilà la maintenance qu'il faut faire, la maintenance constructeur. Mais au regard des pannes effectivement constatées sur telle et telle série, en exploitant cette data, en faisant tourner des algorithmes de machine learning, on peut adapter cette maintenance. Et la question est comment conserver le même niveau de fiabilité de mon matériel et de sécurité tout en diminuant le coût de maintenance. Voilà, ça c'est un cas d'usage business. On a énormément de données. Nous sommes les seuls à l'avoir. Donc c'est vraiment un actif qui est précieux. Comment mobiliser cette donnée pour répondre à cette question? Je vous en donne un autre qui est, peut-être même que chez toi c'est un service, le contrôle et le fait qu'on mette des amendes à bord des trains. C'est un service. Ouais. Oui, c'est un service. Non. Bon, donc on a ce processus métier-là de contrôle et donc de régularisation et de recouvrement. C'est-à-dire que tout le monde ne paye pas son amende à bord. Donc on prend, les contrôleurs prennent la carte d'identité, etc. Et puis derrière, on a 3 mois pour recouvrer l'argent. Alors je vous invite vraiment, si ça vous arrive, malheureusement, il faut dire que vous êtes désolé, tout ça, à payer avant les 3 mois, parce qu'après c'est le Trésor public qui s'en charge, et je vous promets, ils sont beaucoup plus forts que nous là-dessus, ils ont d'autres moyens. Problème pour la SNCF, c'est qu'au bout de 3 mois, le Trésor public prend la suite, mais tant bien même ils font rentrer l'argent, l'argent va dans les caisses du Trésor public et pas de la SNCF. Donc la question qui a été posée, c'est compte tenu de toutes ces données de recouvrement, compte tenu de la connaissance de nos clients que nous avons, compte tenu de données publiques que l'on peut aller chercher, par exemple du côté de l'INSEE, comment maximiser l'argent que je fais rentrer dans les 3 mois à l'occasion du recouvrement des procès-verbaux, tout en minimisant les coûts de relance. Parce que les coûts de relance, ça peut être un mail, c'est pas cher, ça peut être un huissier, c'est beaucoup plus cher. Puis je peux le faire plusieurs fois. Voilà, vous pouvez imaginer les courriers recommandés, les coups de fil, tout ce que vous voulez. Donc ça, on le fait. On a commencé à le faire. On prend des algorithmes de machine learning qui apprennent et qui nous disent, tel client, je vous regarde monsieur, en fait, voilà, il est, c'est un homme de tel âge, il habite à tel endroit. Bon, il devrait payer si on lui envoie 2 mails. On va envoyer 2 mails, etc., etc. Pour autant, est-ce éthique? Tout dépend comment on le fait. Et c'est là que l'utilisation de l'intelligence artificielle, de ces algorithmes-là, pose des questions nouvelles. Parce que ce n'est pas l'algorithme l'algorithme est auditable, c'est les données qui ont servi à entraîner le modèle. Donc on a ces nouveaux sujets-là. Donc oui, on a plein de cas d'usage qui utilisent de l'IA. Or plein, c'est réellement des dizaines, voire des centaines. Le socle technologique, alors vous avez cité Microsoft, oui, il y a du Microsoft, il y a du Amazon, il y a du Google. Évidemment, on regarde des choses avec OpenAI et ChatGPT, bien sûr. On est relativement agnostique. L'idée de la SNCF est de se doter de compétences en interne, en data analyse, data engineer, data science, en interne ou avec des partenaires, dont des ESN évidemment,
pour monter en compétence sur la compréhension de nos données pour savoir les exploiter derrière. Voilà. Pour le moment, nous sommes assez agnostiques sur les technologies. Il est possible qu'à un moment, l'IA arrive dans tous les environnements de travail on va dire, peut-être pas tous nos collaborateurs, mais chez tous nos cadres. Et là, on sera peut-être dans des outils bureautiques qui pourraient être Microsoft Copilot, des choses comme ça. On n'en est pas encore là. Voilà. Peut-être, si vous me dites l'IA dans les 2 ans qui viennent, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Nous, il y a un sujet, donc on doit travailler, je vous ai dit, sur la signature LUO, sur le service. Hein. Et derrière cette question de l'IA, souvent, il y a oui, mais ça tue des emplois. Alors, il faut avoir un regard hyper objectif là-dessus. Hein. Quand le train électrique arrive à partir du train à vapeur, on peut être aussi inquiet que ce qu'on peut être aujourd'hui par rapport à des technologies dont on se dit, mais oui, c'est destruction d'emplois. Et là-dessus, les modèles économiques le montrent. Hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'une innovation forte est arrivée, oui, ça a supprimé des emplois, mais ça en a créé beaucoup plus. Alors évidemment, pas les mêmes, hein. Ça donne des évolutions. Donc je pense qu'il faut être vigilant là-dessus. Hein. C'est évident qu'il faut être très vigilant et que ça ne doit pas être au détriment, mais il ne faut pas non plus agiter le drapeau en disant c'est pas bien. Et si je reviens sur moi, quel est mon besoin là des 2 ans, il y a aujourd'hui, on parle beaucoup dans la conférence tout à l'heure, on disait mais comment on fait pour garder les salariés ? Si on leur fait faire des choses intéressantes, on a une chance de les garder. Si on fait des choses utiles, on a une chance de les garder. Or, aujourd'hui, il y a combien de tâches répétitives, inutiles, qui contribuent à cet équilibre qualité de vie, travail, vie privée qui n'est pas génial, hein, parce que se dire, putain, c'est con ce que je fais tous les jours, ça me botte pas. Et du coup, c'est là où moi, je vois les choses en me disant, voilà, quelles sont les choses qui sont, d'un point de vue interne, pas forcément motivantes dans la durée, ou captivantes, hein. Et là où, et paradoxalement, pourquoi je continue à le faire comme ça, c'est parce que de l'autre côté, le voyageur, pour lui, c'est super important. Et je prends un exemple très concret, quand on vous annonce des perturbations ou programmez ou inopiné, qu'est-ce que vous voulez de l'information ? Vite, rapide, fiable, etc. Et évidemment, on essaye de prendre plein de petites mains, de se dire, allez, vite, vite, voilà. Et pour moi, l'IA, c'est quoi ? C'est je prends cette tâche-là, elle est répétitive, on sait certainement, voilà, c'est du binaire, hein, c'est du 0 et du 1, donc on doit savoir la traiter. Et on va mettre l'IA au service de tout ça. Il y aura 2 vertus. 1, on rendra service aux citoyens. Et 2, on va faire des choses beaucoup plus intéressantes aux salariés. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on a été convaincant là aux jeunes ? Est-ce que vous vous dites, le regard que j'avais de la SNCF quand j'ai passé la porte n'est plus le même quand je vais sortir de cette salle ? Vous pouvez dire non, mais il faut répondre. Tu vois, la SNCF, c'est que le voyageur, au final, le citoyen, il a toujours le dernier mot. Donc c'est toi qui vas clôturer cette intervention. Juste le train et le fait de voyager d'un point A à un point B. Et puis quand on vient ici, on voit qu'au final, il y a beaucoup de choses derrière, il y a beaucoup de data. Et c'est là-dedans dans lequel on étudie. Et du coup, on peut voir que la SNCF, c'est très intéressant par rapport à ça. Et que du coup, on apprend pas mal de choses avec tout ce que vous nous dites. Voilà. Du coup, ça change notre image. Je vous propose de clôturer la séance. Le dernier mot, voilà.